Vous allez écouter dans un instant l'historien et maître de conférences en histoire de l'islam médiéval à l'université de Toulouse Jean Jaurès, Aurélien Montel. Il présentait à la librairie Ombre Blanche, vendredi 27 février 2026, son ouvrage intitulé « La rive d'en face à l'Andalous et le Maghreb à l'époque des Omeyyades de Cordoue, 2e, 8e, 5e, 11e siècle », paru aux éditions de la Casa de Velázquez, en dialogue avec Florian Gallon, maître de conférences en histoire médiévale à l'université de Toulouse Jean Jaurès, membre du laboratoire Framespa. Bonsoir à toutes et à tous. Je dis juste un petit mot pour remercier nos invités du jour, et en particulier Aurélien Montel, qui vient nous présenter son livre publié aux éditions La Casa de Velázquez, La rive d'en face à l'Andalous et le Maghreb à l'époque des Omeyyades de Cordoue. Merci à vous d'être venus à cette rencontre. Et je voudrais aussi remercier Florian Gallon, historien médiéviste à l'université de Toulouse Jean Jaurès, d'avoir accepté notre invitation à modérer cette rencontre et à animer ce dialogue. Un mot aussi pour vous dire que le livre, vous pouvez vous le procurer évidemment à l'accueil de cette salle, et il y aura un petit moment d'échange à l'issue du dialogue entre nos deux invités à l'issue de la rencontre. Donc vous pourrez aussi poser vos questions. Voilà, merci beaucoup et bonne rencontre. Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'abord à Maxime et à Ombre Blanche de nous recevoir, d'avoir accepté d'organiser cette rencontre, au cours de laquelle donc on va commencer par proposer une présentation un peu dialoguée de l'ouvrage qui vient d'être présenté par Maxime d'Aurélien Montel. Donc je commence peut-être par présenter très, très brièvement mon collègue Aurélien, qui est maître de conférence en histoire de l'islam médiéval à l'université Toulouse Jean Jaurès, membre du laboratoire Framespa. Il est titulaire d'un doctorat d'histoire médiévale de l'université de Lyon 2, où il a soutenu sa thèse il y a 6 ans maintenant, 2019. Et donc c'est le livre tiré de cette thèse, assez profondément remanié, qu'Aurélien vient présenter ce soir. Donc livre dont Maxime a cité le titre, La rive d'en face à l'Andalous et le Maghreb, à l'époque des Omeyyades de Cordoue, entre 8e et 11e siècle, même si la chronologie principalement couverte, c'est plutôt les 9e et 10e. Alors je veux évidemment pas trop en dévoiler, puisque Aurélien va revenir en détail sur le contenu de cet ouvrage qu'il maîtrise infiniment mieux que moi, bien entendu, mais simplement pour une rapide entrée en matière, dire peut-être que c'est un livre qui, comme son titre l'indique, traite des relations entre deux régions du monde islamique, plus précisément ce que l'on appelle l'Occident musulman, même si c'est une catégorie qu'il faut peut-être discuter, comme Aurélien l'explique en particulier dans son introduction. Donc deux régions qui se font face de part et d'autre du détroit de Gibraltar, à l'Andalous, c'est-à-dire la péninsule ibérique islamique, et puis le Maghreb, dans une chronologie, disons milieu 8e, début 11e siècle, qui correspond à l'époque où Al-Andalus est dominé par la dynastie émirale puis califale des Omeyyades de Cordoue. Alors ce sujet, les relations entre Al-Andalus et le Maghreb, disons dans le haut Moyen-Âge, c'est un sujet qui avait déjà fait l'objet d'un certain nombre de travaux. Il est rare que les historiens, en particulier médiévistes, défrichent des terres parfaitement vierges. Donc il y a un certain nombre de travaux déjà, mais qui suivaient une approche, disons, traditionnelle, centrée sur des aspects politiques, militaires, et une approche qui faisait, dans ces relations, la part belle à Al-Andalus, saisie comme puissance impériale, projetée sur la rive sud du détroit, une approche au fond assez déséquilibrée, qui laissait dans l'ombre la part en réalité bien active, et je crois que c'est un des très grands mérites du livre d'Aurélien que de le démontrer, la part en réalité bien active que le Maghreb a joué dans ses relations de part et d'autre du détroit de Gibraltar. Donc ce livre, il propose finalement une relecture de ces relations, à la fois par la mobilisation de sources inexploitées, par la mise en œuvre de méthodes renouvelées,
et une relecture qui débouche sur un rééquilibrage des perspectives entre les deux rives du détroit, selon une démarche qui relève à la fois, et j'espère ne pas trop déformer la pensée et la démarche d'Aurélien en formulant les choses de cette manière-là, une démarche qui relève à la fois de ce qu'on peut appeler de la géographie historique et de ce que l'on appelle, depuis un peu moins longtemps peut-être, l'histoire connectée. Mais avant d'en venir au contenu même de l'ouvrage et de laisser Aurélien nous en parler, peut-être qu'il faut commencer par replacer le propos de cette étude dans un contexte à la fois historique et géographique un peu plus ample, et peut-être Aurélien, tu peux pour commencer nous dire deux mots de ce qu'on appelle Al-Andalouse, de ce qu'on appelle le Maghreb au sein du monde islamique, évidemment beaucoup plus vaste, qui englobe ces deux régions. Qu'est-ce qui définit Al-Andalouse, le Maghreb? Qu'est-ce qui les délimite? Qu'est-ce qui éventuellement les distingue? Effectivement, mon propos traitait des relations qui se sont développées entre ces deux ensembles. Donc l'une des premières questions que je me suis posée, c'est à quoi correspondent ces deux ensembles? Qu'est-ce que c'est Al-Andalouse? Qu'est-ce que c'est le Maghreb? Et en fait, ce sont des questions que je n'aurais pas dû poser. Ce sont des questions que je n'aurais pas dû poser parce que c'est infiniment compliqué. Al-Andalouse, la définition canonique que l'on retient, c'est l'ensemble des territoires ibériques gouvernés par le monde islamique, par un pouvoir musulman. Mais évidemment, en fonction des progrès de la conquête-reconquête, les frontières sont mouvantes. Al-Andalouse s'étend, se contracte. Aucune définition précise, claire, objective, permanente ne peut être donnée. Donc c'est un objet qui est un peu difficile à saisir, même si pour mon époque, ces frontières, ces limites sont assez stables. Le Maghreb, c'est encore pire. Le Maghreb, en arabe, ça désigne l'ouest. Mais on est toujours à l'ouest de quelqu'un. Et pour les Andalous, le Maghreb ne s'appelle pas le Maghreb, parce que pour eux, ce n'est pas l'ouest. C'est le mot arabe al-Aïdoua, la rive d'en face. Les Andalous ne connaissent pas le concept de Maghreb. Les auteurs orientaux le connaissent et l'utilisent, les Maghrébins eux-mêmes ne l'utilisent pas, mais pour les Andalous, le Maghreb n'est pas un mot pertinent, ça n'a pas de sens pour eux. Le Maghreb, paradoxalement, c'est une conceptualisation coloniale, c'est un concept français qui a été créé au XIXe siècle, et si vous regardez le Larousse, le Maghreb, c'est Maroc, Algérie, Tunisie. Donc c'est très, très lié à l'expérience coloniale française. Malgré tout, ça reste un cadre d'étude relativement pertinent, ne serait-ce que par son peuplement. Le Maghreb se définit par l'importance du peuplement berbère, en particulier, qui distingue le Maghreb de l'Égypte, mais aussi d'Al-Andalus. Donc j'ai repris ce concept-là parce qu'il est pratique, à défaut d'être entièrement pertinent d'un point de vue historique. Alors si on poursuit la lecture du titre qu'on a simplement sur la couverture, Al-Andalus et le Maghreb, et puis tu ajoutes évidemment ce cadrage chronologique fondamental quand on se lance dans une étude historique, l'époque des Omeyyades de Cordoue. Alors, dans quelle mesure est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est particulièrement pertinent, pourquoi ça fait sens d'étudier les relations entre ces deux ensembles géographiques-là, Al-Andalus et le Maghreb, dans ce segment chronologique-là, l'époque des Omeyyades de Cordoue. Et peut-être rappeler au passage, ou définir un peu plus précisément au passage, ce que c'est que ces Omeyyades de Cordoue. Donc la dynastie Omeyyade de Cordoue est la dynastie qui gouverne Al-Andalus depuis son installation à Cordoue en 756, jusqu'à sa destitution en 1031. C'est une dynastie que l'on appelle Omeyyade puisqu'elle descend directement des califes Omeyyades de Damas, qui ont gouverné le monde islamique jusqu'en 750. La tradition andalouse retient qu'un prince Omeyyade de Damas, qui aurait échappé au massacre de sa famille par les Abbassides en 750, aurait réussi à s'échapper jusqu'au fin fond du monde, ce qu'est Al-Andalus pour un esprit médiéval, avant la découverte des Amériques. Et c'est donc en Al-Andalus que ce prince, réfugié depuis l'Orient, a fondé un État sur une terre apte à faire de nouveau fleurir sa famille. C'est comme ça que les poètes andalous conceptualisent la chose. La chronologie s'avère pertinente tout simplement parce que la période durant laquelle ont régné les Omeyyades de Cordoue correspond à ce qu'on appelle parfois, nous médiévistes, le premier islam, le monde islamique qui est directement né des conquêtes. Avant que l'islam ne se diffuse à d'autres populations que les Arabes, je pense en particulier aux Berbères, je pense aux Turcs, je pense aux Malais en Asie. C'est vraiment un monde qui se caractérise par ses aspects de transition. C'est un monde qui est encore très marqué par l'héritage antique, notamment en termes géographiques, et qui n'a pas encore pleinement incorporé les aspects purement médiévaux du monde islamique, que l'on repère plus tard, à partir du XIe en particulier.
Et puis bien sûr, pour nous historiens d'Al-Andalus, ça correspond à un moment qui présente une certaine unité. Ce sont 3 siècles relativement stables, ce qui n'est pas si courant dans l'histoire andalouse, et en même temps 3 siècles bien documentés. Les Omeyyades de Cordoue ont canalisé un grand projet d'écriture historique, Gabriel Martinez-Gros a très bien écrit dessus, et ils nous ont laissé pas mal de textes. Ce qui n'est pas le cas de toutes les dynasties d'Al-Andalus, qui pour certaines ont été renversées violemment et dont on a perdu les sources qu'ils avaient pu éventuellement commander. Donc ça correspond à la fois à une logique historique, mais aussi à une logique documentaire, ce choix chronologique. Alors, ces sources, tu les étudies dans à peu près toute la variété de ce qui pouvait servir à l'appréhension de ce sujet-là. Donc on va en venir maintenant peut-être au cœur de ton propos, après ces quelques mots de contextualisation. Donc un propos centré sur l'étude des relations de part et d'autre du détroit de Gibraltar entre Al-Andalus et le Maghreb, des relations qui sont évidemment multiformes et que tu étudies, disons, en trois segments, en trois temps. D'abord des relations qui sont politiques. Et ça, c'est peut-être la grille d'analyse la plus classique, des relations qui tiennent en partie seulement, mais enfin, qui tiennent tout de même à cet aspect-là, aux tentatives qui ont été celles des Omeyyades de Cordoue pour étendre leur domination politico-territoriale au sud du détroit. D'où peut-être une première question pour entrer dans le vif du sujet, dans le cœur de l'ouvrage. Quels ont été les moyens qu'ont mis les Omeyyades de Cordoue pour développer au Maghreb ce projet impérial, et dans quelle mesure est-ce que ce projet peut être considéré comme un succès ? C'est une excellente question. J'ai écrit une thèse dessus. Non, plus sérieusement, les Omeyyades de Cordoue ont régné 3 siècles, mais leur histoire est quand même divisée en deux par la rupture très nette de la proclamation du califat en 929, qui n'est pas juste une affaire de discours. Se proclamer calife, c'est changer la nature du régime politique que l'on imagine gouverner. Être calife, c'est prétendre à l'universalité. Donc, d'un point de vue politique, il y a une rupture très nette entre l'avant-proclamation, le 16 janvier 929, et l'après. Avant ça, les Omeyyades de Cordoue construisent une diplomatie au Maghreb, mais c'est une diplomatie relativement timide. Les Omeyyades sont dans la première phase de leur histoire, consolident d'abord leur position en péninsule ibérique. Ce sont des immigrés au sens premier du terme. Ils n'ont pas forcément tous les appuis qu'ils souhaitent de la population locale, donc ils travaillent plutôt sur leur ancrage ibérique, sur leur relation avec les Francs, au IXe siècle en particulier. Donc au Maghreb, on repère des initiatives diplomatiques avant le califat, mais c'est relativement isolé. En tout cas, dans les sources, on a l'impression de voir quelques ambassades sans trop de projets particulièrement marqués. Par contre, après la proclamation du califat, tout change. Les Omeyyades se prétendant califes, par ce simple terme-là, ils prétendent régner sur l'intégralité du monde islamique. Et pour eux, d'un point de vue géographique, bien sûr, ils n'ont sans doute jamais cru atteindre cet objectif-là. Mais ils le revendiquent. Et donc pour eux, la première étape, géographiquement parlant, c'est le Maghreb. S'ils prétendent régner sur la Mecque, Médine, Damas, le Caire, il faut passer par le Maghreb. Et donc à ce moment-là, ils se montrent beaucoup plus ambitieux, en tout cas dans le discours. Du point de vue des moyens, c'est un peu limité. Le Maghreb, ça fait 4000 km de longueur, c'est peu densément peuplé, c'est très compliqué à contrôler, et en termes de moyens militaires, de nombre de soldats, les califes de Cordoue n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Il l'avoue de manière assez régulière, avec un discours toujours très optimiste, qui rappelle un peu nos discours contemporains à nous. C'est toujours des belles affirmations avec des moyens comme ça. Mais à chaque fois qu'ils organisent une expédition militaire au Maghreb, ils assument, on dégarnit la frontière contre les chrétiens. Donc ils n'ont pas les moyens. Et donc comme ils n'ont pas les moyens, ils articulent une politique un peu double. D'une part, ils essayent de s'emparer, de faire la conquête des points les plus stratégiques du territoire, pour le contrôler autant que possible. Donc il faut la conquête des principaux ports du détroit de Gibraltar, Ceuta en 931, Tanger en 950, et puis à l'intérieur du continent, petit à petit, ils vont de plus en plus loin, jusqu'à Fès en 974, puis Sijil-Massa au sud du Maroc, à l'entrée du désert, en 978. Mais ce sont vraiment des coups d'éclat. Ils tiennent la ville, mais pas la campagne. C'est toujours très fragile, et à chaque fois qu'il y a des révoltes, ça s'évanouit très rapidement. Et en parallèle de ce travail-là de conquête, tout ce qu'il y a de plus classique, en quelque sorte, ils associent un gros travail de diplomatie. Ils essayent de se faire reconnaître comme calife par tous les berbères de la campagne, tous les émirs berbères qu'ils rencontrent, tous les chefs berbères qu'ils rencontrent.
par une pratique très impériale de distribution de titres, de cadeaux, d'honneurs divers et variés. Et ils essayent, en combinant donc le contrôle d'un certain nombre de points et l'alliance qu'ils peuvent nouer avec des acteurs locaux, de contrôler ce vaste territoire. Mais c'est effervescent. Et pour l'historien, franchement, c'est illisible. C'est illisible parce qu'en fait, tous les ans, il y a des alliances qui se font, des alliances qui se défont. C'est extrêmement complexe et on voit bien qu'en fait, les Omeyyades de Cordoue se débattent avec les moyens qu'ils ont. Qu'ils n'ont pas vraiment la main sur ce territoire-là, qui est trop grand, trop complexe, et qu'ils font en fait avec ce que les acteurs leur proposent, quoi. Donc on reprend des traîtres, on les reprend plus tard quand ils ont à nouveau trahi. Enfin, ils font avec les moyens du bord. Mais le discours est toujours très optimiste. Alors justement, tu parles de chefs berbères, d'alliances, de révoltes. On peut peut-être essayer de regarder maintenant un peu les choses depuis l'autre rive du détroit. Donc les Omeyyades, ils essaient, il y a de beaux discours. Dans la pratique, ça marche plutôt pas très bien. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer, c'est peut-être une approche un peu datée, que le Maghreb, dans cette affaire, c'est quelque chose comme une périphérie dominée qui subirait un peu passivement ce projet impérial exogène, ou est-ce qu'il n'y a peut-être pas un peu plus à dire que ça sur le rôle du Maghreb ? Il y a évidemment beaucoup plus à dire. C'est-à-dire que ça, c'est la lecture que je viens de vous exposer, avec un calife qui fait un peu avec les moyens du bord. C'est la lecture traditionnelle de l'historiographie, en particulier espagnole, du XXe siècle, qui est très marquée par l'héritage colonial, en particulier dans ses rapports avec le Maroc, et qui affirme que le Maghreb, de toute façon, c'est l'anarchie, c'est comme ça, c'est le Maghreb. Et que les califes de Cordoue, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est l'anarchie. Et en fait, ça, c'est si on essaye de réfléchir à ce projet impérial depuis la rive nord, depuis le point de vue des califes de Cordoue et des auteurs qui écrivent pour eux, hein, qui ont beau jeu d'ailleurs d'expliquer que tout ça, c'est de l'anarchie. Parce que quand c'est l'anarchie, on apporte la civilisation, bien sûr. En fait, pour moi, le déclic, après avoir beaucoup lu sur les empires coloniaux, ça a été de justement regarder depuis l'autre perspective, de regarder la situation depuis la rive sud. Et là, en fait, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. C'est-à-dire qu'en fait, les acteurs que les Omeyyades de Cordoue perçoivent comme des alliés pas fiables, comme des traîtres, comme des populations anarchistes, anarchiques, je ne sais pas comment on peut le dire, en fait, c'est des populations qui ont des buts très précis, qui travaillent avec le calife de Cordoue quand elles en ont besoin, mais dont les buts ne coïncident pas avec ceux du calife. Donc de temps en temps, par convergence d'intérêts, on travaille avec les califes de Cordoue, on le reconnaît, on envoie une ambassade et on est très content, mais à l'étape d'après, on n'a plus besoin d'eux. Et ça, pour les auteurs andalous et les califes de Cordoue, c'est une révolte. Et de fil en aiguille, tout au long du Xe siècle, il y a des familles que j'ai vu revenir 5, 6, 8 fois au service des califes de Cordoue. Et puis on trahit. Et puis on revient. Et puis on trahit encore. Et puis on revient. Et puis on bosse pour le camp d'en face. Et puis on revient. Et ça, pour les califes de Cordoue, c'est illisible. Et pour les auteurs andalous eux-mêmes, c'est incompréhensible. Mais tout s'éclaire quand on change de perspective. On se rend compte que ces acteurs locaux, en fait, loin d'être inertes, comme on l'a longtemps dit et parfois toujours pensé, ont une stratégie bien identifiée qui peut être personnelle, qui peut être familiale, qui peut être lignagère, qui peut être ethnique dans certains cas, et que ces acteurs-là s'associent de manière tout à fait explicite, par intérêt, avec les califes de Cordoue. Et on voit tout au long du Xe siècle un certain nombre d'émirs berbères, de chefs berbères, assumer de manière tout à fait transparente auprès de leurs hommes à eux, qu'ils vont à Cordoue juste pour récupérer un titre. Parce que le titre, il est ronflant et qu'on reçoit un beau papier, un beau titre bien islamique, de fonctionnaire, de vizir, mais c'est par pur intérêt. Et c'est précisément en renversant cette perspective et en considérant les habitants du Maghreb comme des acteurs politiques dotés d'une capacité d'initiative que pour moi, en tout cas, les choses se sont éclairées. Tout prend tout de suite beaucoup plus de sens. Donc des relations plus équilibrées qu'on ne l'a longtemps dit et cru, y compris sur le plan politique, diplomatique, voire militaire. Ce qui te permet aussi de rééquilibrer l'appréhension de ces relations, c'est la prise en considération de ce qui avait peut-être été moins regardé par tes prédécesseurs, la dimension économique, la dimension culturelle. Donc on peut peut-être essayer de s'arrêter un peu maintenant sur ces
deux autres volets qui structurent ton ouvrage. Et d'abord peut-être les relations économiques, en particulier commerciales, entre les deux rives du détroit. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement à la fois les acteurs de ces échanges commerciaux et puis les types de marchandises qui circulent? Le commerce, l'histoire économique, l'histoire de ce commerce-là a souffert des mêmes problèmes. C'est-à-dire que quand on lit l'historiographie espagnole et française du XXe siècle, le Maghreb, c'est le Maghreb. On ne produit rien au Maghreb. Ce sont les Espagnols, les Andalous, qui viennent vendre des choses ou acheter des choses. Mais le Maghreb serait une terre inerte. En réalité, là aussi, quand on reprend les textes, il ne faut pas forcément chercher très loin. On se rend compte que les relations, elles sont très denses, très intenses, dans le temps comme dans l'espace. Les géographes arabes nous mentionnent régulièrement des itinéraires maritimes, des itinéraires terrestres, qui sont parfois très faciles à parcourir. Enfin, la Méditerranée extrême occidentale, ça se traverse en 1 jour et demi de navigation. Il y a 1 jour et demi de navigation entre Almeria et Oran, par exemple. Donc, ce sont des relations très actives portées par des acteurs des deux rives. Bien sûr, on voit plus les Andalous. Mais on les voit plus parce qu'on a plus de textes andalous. Il y a un prisme documentaire assez important que les historiens qui m'ont précédé n'ont pas toujours vraiment réussi à pondérer. On voit plus d'andalous, et c'est incontestable, mais parce qu'on travaille presque exclusivement avec des textes andalous. Donc il y a une déformation dont il faut tenir compte. Par contre, quand on les cherche, des Maghrébins, on en trouve. Et à Cordoue, on voit régulièrement des marchands venus de Ceuta, sans grande surprise, c'est andalou, mais venus de Fès, venus de Kérouan, venus d'Alger, venus d'Oran, venus de Tunis, venus de Tripoli, et même parfois venus d'Orient. Donc c'est un commerce qui est impulsé par des acteurs des deux rives, même si pour des raisons documentaires, on voit bien davantage des Andalous. Après, ce qu'ils échangent, il y a 2 types de marchandises. Il y a d'une part des marchandises locales, en quelque sorte, c'est-à-dire les produits du Maghreb vendus par des Maghrébins à des Andalous, ou l'inverse. Et de ce point de vue-là, ce sont des marchandises assez communes, ce sont des céréales, ce sont des textiles plus ou moins luxueux, ce sont des objets en métal, en particulier. L'Andalous, c'est une grande pourvoyeuse d'objets en métal au Maghreb, des céramiques de luxe, mais des marchandises locales, qui font l'objet d'un commerce assez invisible. C'est un commerce commun, donc qui n'intéresse pas les historiens médiévaux, qui ne voient pas l'intérêt d'écrire sur des cargaisons de blé. Donc ça passe assez inaperçu, on le devine, on a des indices et des échos, mais rien de très explicite. Par contre, on voit aussi se développer au sein de cet espace un commerce de beaucoup plus longue distance. C'est-à-dire que le détroit de Gibraltar devient un carrefour d'envergure mondiale, et on voit arriver depuis Al-Andalus des marchandises qui viennent de bien plus loin en Europe du Nord, en Europe de l'Est. Des fourrures qui viennent de la steppe russe, par exemple. Des esclaves blancs qui viennent d'Europe centrale, que l'on amène jusqu'au détroit, qui passent le détroit et puis qui après sont diffusés à l'échelle du monde islamique. En sens inverse, ce sont les marchandises orientales qui sont peu visibles mais qui existent, et surtout les marchandises venues du Sahara. L'or, les esclaves noirs, les plumes d'autruche, l'ivoire d'éléphant. Et là-dessus, il y a un point de temporalité qui est très important, c'est que les premiers dinars, donc les premières monnaies en or frappées par les califes de Cordoue, comme les premiers ivoires conservés, taillés à Cordoue, sont strictement contemporains de la conquête de Ceuta, donc de la rive sud du détroit. Et donc on voit se développer des circulations de plusieurs échelles, régionales ou bien même parfois d'envergure mondiale, au sein de cet espace extrême occidental. Alors tu parles des prismes et des biais qu'impose au regard de l'historien la documentation. Est-ce que, malgré ces déséquilibres documentaires entre les deux rives du détroit, on peut esquisser quelque chose comme une balance commerciale entre les deux rives, ou est-ce que c'est complètement illusoire ? C'est difficile. C'est pas illusoire, sinon on ne ferait pas d'histoire. Mais c'est difficile. C'est difficile tout simplement parce que l'économie n'intéresse pas les auteurs arabes en général. L'écriture en général en terre d'islam est assumée par ceux qu'on appelle les oulémas, qui sont des savants en matière religieuse, pour qui l'économie, c'est toujours un peu vil. C'est jamais très noble comme activité d'un point de vue spirituel. Donc ça les intéresse pas, et ils l'assument de manière tout à fait ouverte. C'est pour les épiciers l'économie. Voilà, nous on fait de... Vous le dites beaucoup mieux que moi, mais je souscris. Et ils assument ne pas être intéressés par ça, et donc ça nous pose à nous, historiens, quand on veut aborder l'économie, de gros problèmes parce qu'on n'a aucun chiffre en particulier. On devine dans l'arrière-plan des anecdotes qu'il y a des navires, qu'il y a des marchandises, qu'il y a des douanes, donc on devine ce commerce-là. Mais on a beaucoup de mal à le quantifier d'un point de vue précis. La seule marchandise qui a été vaguement quantifiée, c'est l'or. Parce qu'elle a attiré par son prestige l'attention des auteurs médiévaux, et puis parce que par les collections numismatiques, on conserve des dinars en grande quantité. Et en Espagne en particulier, un certain nombre de chercheurs ont essayé de quantifier précisément la quantité d'or qui avait passé le Sahara. Bien sûr, ils ne sont pas d'accord entre eux, vous vous en doutez. Mais ils se mettent d'accord derrière Alberto Canto García, qui est un grand spécialiste des dinars omeyyades,
Ça vous donne un ordre de grandeur, c'est pas un chiffre précis, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Ce serait 400 kilos d'or qui auraient chaque année passé le détroit dans le sens sud-nord, sur plus d'un siècle. Hein. C'est la seule donnée à peu près chiffrée qu'on peut donner. La balance commerciale nous paraît excédentaire en faveur d'Al-Andalus, mais dans quelle mesure est-ce un effet du prisme documentaire? C'est une excellente question, à laquelle je n'ai pas la réponse. Je préfère être tout à fait transparent. Alors, on parlait tout à l'heure de géographie historique. Ça me semble être une des lignes de force qui traverse ton livre. Et dans quelle mesure est-ce que cette question des circulations économiques, elle permet, en termes géographiques, en termes spatiaux, de penser, de conceptualiser peut-être l'articulation entre les deux régions riveraines du détroit? Tu parles dans ton livre, dans les chapitres touchant à l'économie, mais pas seulement, de réseaux, de pôles, de marges, donc toute une série de catégories de pensée qui sont plutôt empruntées aux géographes. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur cet aspect et développer la manière dont tu as réussi à penser, conceptualiser les relations spatiales entre les deux rives du détroit? J'ai essayé de sortir d'une lecture de l'espace qui soit à très grande échelle, qui soit un peu inerte, avec des territoires, des flèches, des itinéraires. J'ai essayé de réfléchir autrement et de rester à hauteur d'homme, en partant du principe que le territoire en tant que territoire existe parce que des hommes animent l'espace, l'occupent, le traversent, l'exploitent, l'imaginent. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit mon plan. C'est-à-dire qu'en fait, les trois grandes parties que tu as évoquées, politique, économie et culture, ce sont les trois grandes catégories d'acteurs que j'ai pu repérer et qui ont chacun des usages différenciés de l'espace, une autre représentation de l'autre rive. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti du concept de réseau. C'est-à-dire que j'ai simplement... Bon, dit comme ça a l'air simple, mais c'était un peu fastidieux quand même. J'ai simplement essayé de placer sur des cartes les types d'acteurs que j'ai repérés. Où vont les soldats, les diplomates? Où vont les marchands? Où vont les savants? Et bien sûr, il y a des convergences, des points communs dans leur représentation de l'espace. Et il y a en même temps des approches un peu différenciées. Et en particulier, on voit s'activer au Maroc, dans ce qui est aujourd'hui le Maroc, beaucoup plus de marchands que de savants. Et dans ce qui correspond à l'actuelle Tunisie, l'inverse. Plus de savants que de marchands. Donc c'est en quelque sorte, moi j'ai un peu imaginé ça comme des calques qui se superposent. Hein, chacune de mes parties est un calque et ça donne à la fin un panorama un peu général avec des points communs très puissants. Le détroit de Gibraltar est une interface, quel que soit le thème que l'on envisage. C'est un point de connexion majeur. D'autres espaces sont un peu délaissés, peu concernés par ces échanges avec l'autre rive. Je pense au Portugal en particulier, qui n'apparaît jamais dans mon travail. Et pourtant, je l'ai cherché, hein, j'ai voulu le trouver. Impossible. À l'époque sur laquelle on travaille, il n'est pas encore bien connecté au reste d'Al-Andalus, donc il est peu présent. Mais ça m'a quand même permis d'arriver à deux grandes conclusions. La première, c'est la centralité du détroit de Gibraltar, toutes thématiques confondues. C'est un espace qui est investi par les califes, par les soldats, par les diplomates, par les marchands, par les savants, par les artistes, toute approche confondue. Et puis d'autres espaces sont un peu relégués en arrière-plan. Hein. Et je pense en particulier à ce qui correspond au littoral algérien d'aujourd'hui, au Maghreb central, qui est un espace peu urbanisé, moins peuplé, et qui donc, de manière assez attendue, finalement, se trouve un peu à l'écart de ces grands mouvements de circulation, de connexion, en tout cas de manière moins visible. Alors, on a parlé des savants un petit peu pour comparer les types de circulation, les lieux, les voies de passage qui étaient plus ou moins mobilisés en fonction des catégories d'acteurs. On peut peut-être en venir maintenant à ce troisième volet de ton travail, les échanges culturels, les circulations culturelles de part et d'autre du détroit, et dans les deux sens d'ailleurs. Il me semble qu'un des apports importants de ton livre, par rapport à ce qui existait antérieurement autour de ces questions, c'est de se centrer, tu l'as dit un petit peu déjà, sur des itinéraires individuels, des parcours d'acteurs, et ça te permet en particulier de très bien montrer l'intensité de la circulation des savants, une circulation dont on n'avait pas une idée, à mon avis, aussi claire, aussi précise que ce qui ressort de la lecture de ton livre jusqu'à sa parution finalement. Alors, pour appréhender ces circulations d'acteurs et en particulier la circulation des savants, tu mets en œuvre une méthode qu'on appelle
prosopographique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on trouve derrière cette notion un peu technique, enfin qui est devenue familière aux historiens, mais qui n'est pas forcément toujours du grand public, même intéressé. Donc, qu'est-ce que c'est que la prosopographie? Qu'est-ce que cette méthode apporte aux historiens? Et peut-être qu'est-ce qu'elle apporte en particulier à l'ère actuelle de ce qu'on appelle les humanités numériques? Et puis peut-être aussi quelles sont les difficultés, voire les limites propres à ce type d'approche. La prosopographie, c'est l'art, le plaisir, j'aime dire le plaisir, de travailler à l'échelle individuelle. Pour que ça parle à tout le monde, la prosopographie, c'est le plaisir de faire des petites fiches pour chaque personne qu'on rencontre dans nos lectures. Et c'est infiniment fastidieux, mais c'est très addictif. C'est une manière pour l'historien de rester à hauteur d'homme, ce qui me semble toujours très important. Marc Bloch, qui est notre maître à tous, nous mettait en garde contre le problème qu'il y a pour un historien à réfléchir de manière désincarnée, de jamais perdre de vue que l'histoire, c'est pas des espaces, c'est des hommes, avant tout, enfin des personnes. Donc la prosopographie, c'est une manière de synthétiser des données qui sont naturellement très éclatées, très dispersées, et de faire des petites fiches, dans laquelle, chaque fois qu'on voit revenir tel nom, on note qu'il était là à tel moment, il était là à tel endroit, il a fait ça, il est mort ici, il est né là, son épouse, c'est machine, son fils, c'est machin. Ça devient très vite tentaculaire. Mais ça permet quelque chose de très utile, ça permet de prendre de la hauteur sur des données qu'on a du mal à synthétiser simplement en les lisant. Ça permet de faire des rapprochements, ça permet de faire des moyennes, de faire des calculs, de tirer des synthèses. Et en particulier à l'aide du corpus qu'on appelle la littérature biographique. On a coutume de dire qu'en islam, en terre d'islam, on n'a pas d'archives. Ce qui est globalement vrai jusqu'au XVe siècle. Mais on a ça. Et ça, les dictionnaires biographiques, ce sont, comme leur nom l'indique, des dictionnaires de biographie. Et pour Al-Andalus, on en a pas mal. On a conservé à peu près 15 000 notices biographiques. On a conservé à peu près 15 000 personnages qui ont des notices biographiques, parfois dans plusieurs versions différentes chez plusieurs auteurs, et je me suis amusé à mettre en fiche tous les personnages qui passent d'une rive à l'autre, dans les deux sens. Ça en fait exactement 896. J'étais dessus encore ce matin. Ça en fait 896, c'est addictif. Non, on a toujours envie de remplir la rubrique vide, vous comprenez le... Voilà. C'est vraiment très addictif. Mais ça m'a permis à moi de prendre de la hauteur sur ces 896 personnages dont les biographies sont parfois rédigées dans un arabe un peu fleuri, dispersées dans des ouvrages différents. Et en l'état, c'est impossible de prendre de la hauteur sur ce type de données quand on les lit dans des textes, quoi. Il faut rapprocher plusieurs versions d'une même biographie qui disent des choses un peu différentes en termes de détails. On apprend que ce savant, il s'est formé au Caire, il s'est formé à Tunis. Un autre dira qu'en plus du Caire, il s'est aussi formé à Kérouan, puis à Tanger. Donc ça permet de faire des synthèses, de rassembler toutes les données sur des personnages, et puis ensuite, une fois que les fiches sont à peu près complètes, d'en tirer des conclusions. Par contre, il y a des limites, et elles sont sérieuses. La première, c'est qu'il y a plein de trous. Il y a plein de trous. Les historiens de l'époque médiévale n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que nous. Donc eux, ils s'arrêtent sur des choses qui ne nous intéressent pas ou qui n'intéressaient pas mon sujet. Donc il y a plein de rubriques qui restent blanches. C'est addictif, mais c'est frustrant. Il y a plein de rubriques qui restent blanches. Et puis, il faut toujours garder de la mesure. C'est-à-dire qu'en fait, les conclusions qu'on tire de notre enquête prosopographique, elle n'est jamais relative qu'à l'effectif qu'on a étudié, qui lui-même n'est pas représentatif de la société. Et les personnages dont on a les biographies, c'est pas monsieur et madame tout le monde. C'est les élites de la société, les élites en particulier savantes, qui sont pour l'essentiel des élites économiques, même si elles répugnent à l'assumer de manière transparente. Et c'est pas du tout représentatif. Et on a beaucoup de mal à pondérer les conclusions qu'on tire, parce qu'elles sont toujours très belles et qu'on a envie de leur faire confiance. Mais on sait qu'elles ne représentent pas l'ensemble de la société. Par contre, on ne sait pas dans quelle mesure elles ne sont pas représentatives. Donc c'est toujours très délicat comme approche la prosopographie. Mais c'est génial. C'est génial, et puis on en tire quand même, toute précaution formulée, on en tire quand même des conclusions. Bien Donc qu'est-ce que finalement tu en tires de cette enquête prosopographique? Qu'est-ce qu'on sait de ces hommes, de ces savants, de ces lettrés qui circulent de part et d'autre du détroit de Gibraltar? Qu'est-ce qu'on sait des itinéraires qu'ils suivent, des transferts culturels, d'objets, de savoirs, d'idées, de techniques, de modes éventuellement qui les accompagnent? Est-ce que tu pourrais nous en faire un tableau un peu synthétique avec tout ce bagage prosopographique que tu as derrière toi? Alors ça permet de faire de la synthèse, mais pas trop, parce qu'on a tous les cas individuels qui sortent un peu du lot comme ça. Mais de manière générale, ce que l'on observe, c'est déjà d'un point de vue géographique une double tendance. Ce que l'on observe, c'est que tous les Occidentaux, andalous, maghrébins confondus, déjà ils vont en Orient.
Et ça, mécaniquement, ça fait que les Andalous, ils passent par le Maghreb, alors que les Maghrébins, ils passent pas par l'Andalous, parce que pour eux, ça fait un détour. Donc il y a déjà un déséquilibre assez important qui recoupe en plus le déséquilibre documentaire, puisqu'on conserve davantage de textes biographiques en Al-Andalus qu'au Maghreb. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'au sein même de l'Occident musulman, ce que l'on voit en termes de culture, c'est un dialogue qui n'est pas tout à fait à parts égales entre Cordoue, qui est la grande métropole andalouse à cette époque-là, y compris en matière culturelle, et Kérouan, qui est la grande capitale du Maghreb de l'époque, notamment en matière de savoir islamique. Un dialogue qui n'est pas tout à fait à parts égales, puisque Kérouan est un peu plus éminente, mieux connectée à l'Orient, donc plus à jour en termes de savoir islamique. Là, on parle d'une époque où les savoirs islamiques sont en élaboration constante. Donc Kérouan est un peu plus éminente. Les itinéraires sont très pragmatiques. Tout est affaire de moyens, en fait. Quand on a les moyens, le nec plus ultra, c'est de partir de Cordoue pour aller directement en Orient par bateau. C'est risqué, le bateau. On a oublié, nous, aujourd'hui, qui voyageons en avion, mais le bateau, c'est risqué. Mais quand on peut et c'est cher, bien sûr. Et quand on peut se le permettre, c'est beaucoup plus simple que de traverser le Maghreb à pied, comme le font les oulémas, les savants qui n'ont pas les moyens. Un certain nombre de savants que j'ai pu rencontrer claquent leur porte, ils marchent jusqu'au détroit de Gibraltar, ils le traversent en bateau, et puis ils longent le Maghreb à pied jusqu'au Caire. Donc la durée des voyages peut être très importante. Les cas les plus extrêmes que j'ai rencontrés, c'est 27, 29, 30 ans. Les plus courts, il y a une durée incompressible, parce qu'il faut déjà voyager, étudier un peu sur place, et puis revenir. Les plus courts, c'est 9 mois, 12 mois, 15 mois. Et déjà, vous commencez à voir qu'on arrive sur des élites économiques qui se permettent de ne pas travailler pendant 15 mois, ni vous ni moi ne pouvons nous le permettre. Donc, des itinéraires variés qui canalisent plusieurs types, qui canalisent du savoir sur plusieurs formes. Le savoir, on peut le ramener sous la forme de l'enseignement qui est privilégié à cette époque-là en terre d'islam, c'est-à-dire sous la forme de l'enseignement oral. Je me suis rendu à Kérouan, à Tunis, à Tripoli, au Caire, à Damas, et puis partout en Orient, partout où mes moyens m'ont permis d'aller, à la Mecque, etc., voire encore plus loin. Et là, j'ai entendu des grands savants me parler de ci, me parler de ça, j'ai entendu leurs interprétations, j'ai entendu leurs avis, et ça me permet de les ramener avec moi et de former des gens ensuite. Ça, c'est la forme la plus classique. L'islam entretient à cette époque-là un rapport assez distant avec l'écrit. On méprise l'écrit, on ne lui fait pas confiance. Ce qui expliquera plus tard d'ailleurs la méfiance envers l'imprimerie au XVIe siècle. Mais on préfère l'oral toujours. Mais malgré tout, on sait, même si les savants ne l'assument pas toujours ouvertement, parce que ce n'est pas très bien vu, que les savants emportent avec eux ou ramènent avec eux des manuscrits. Qu'ils peuvent soit acheter, il existe un marché du livre en terre d'islam, donc on peut soit partir avec de l'argent pour acheter des livres et en ramener. Et là, on voit des cas très intéressants d'oulémas, de savants qui se renseignent auprès de leurs voisins. Qu'est-ce que tu as déjà que je ne ramène pas un double? Donc on ramène des choses, ou bien on peut, dans certains cas qui sont rares mais documentés, en particulier dans les notes des manuscrits eux-mêmes, des savants qui vont prendre en note les leçons d'un maître et qui vont ramener ça avec eux, le mettre en forme à peu près correctement, obtenir un quitus, c'est-à-dire qu'ils vont le montrer au maître, est-ce que tu confirmes que c'est fidèle à ta pensée, et le ramener avec eux. Donc ça canalise des savoirs sous plusieurs formes, ça canalise aussi des transferts financiers. Il faut payer un voyage. Et les savants qui ont les moyens partent avec 1000, 2000, 3000 dinars avec eux. Ça fait plusieurs centaines de grammes d'or fin. Et quand il faut financer à l'avance un voyage qui dure 3 ans, 4 ans, 5 ans, voilà. Et donc le plus fréquent, c'est de se faire dépouiller. On a un certain nombre d'oulémas qui se sont signés aux 80 pour traverser la mer et qui, une fois arrivés à Kérouan, tombent sur des brigands ou sur un douanier indélicat, ça existait déjà, qui leur font les poches et qui décident devant le sort de repartir chez eux. Un peu la tête basse, mais ça existe. Sans même parler de tous ceux qui meurent en route, qui se font égorger par des brigands, dont le navire coule, parfois avec femmes et enfants. Enfin, c'est très humain, c'est beaucoup plus concret que les géographes qui nous parlent d'itinéraires, etc. Donc des enseignements, des notes de lecture, éventuellement des manuscrits parfois. Tu abordes aussi la question de ce qu'on peut appeler, peut-être de manière un peu générale, les transferts artistiques. Est-ce que tu peux revenir sur ce que ton étude a permis d'éclairer sur ce terrain-là ? La question des transferts artistiques est extrêmement importante, mais elle est très difficile à traiter, tout simplement parce qu'on a beaucoup de mal à caractériser une production comme étant andalouse ou maghrébine. Déjà parce que le vieil héritage romain est partout le même, l'influence byzantine tardo-romaine est partout la même aussi, l'élément arabe est présent sur les deux rives, et donc on a beaucoup de mal à les caractériser. Comme on a beaucoup de mal à les caractériser, on a beaucoup de mal à identifier d'éventuelles influences. C'est pas parce que deux choses se ressemblent qu'elles ont forcément été influencées, elles peuvent aussi puiser au même fond commun. Donc on a beaucoup de mal
en tenant compte de ces réserves méthodologiques, à tirer des conclusions. Mais il y a quand même quelques exemples assez intéressants qui méritent d'être signalés. En particulier, dans les villes que les Omeyyades de Cordoue ont conquis au Maghreb, au Maroc, enfin dans le Maroc d'aujourd'hui, on parle plutôt pour l'époque médiévale de Maghreb extrême, le Maroc n'existe pas encore, comme Ceuta ou Tanger. L'archéologie nous a permis d'identifier un certain nombre de structures qui ont été bâties, voire financées par les califes de Cordoue eux-mêmes, et là on repère de leur part une véritable propagande par la pierre. Et là, on n'est pas dans l'influence supposée, on est vraiment dans le programme architectural officiel, et ça se voit en particulier avec deux éléments. Ça se voit en particulier avec la manière dont les murailles sont bâties. Les Omeyyades de Cordoue, c'est un peu technique, mais moi-même j'ai fini par comprendre, donc vous devriez y arriver. Les Omeyyades de Cordoue construisent en utilisant un appareil qu'on appelle en architecture à carreaux et boutisses. C'est-à-dire que vous avez, quand vous regardez un mur de face, vous avez sur chaque rangée de pierres, une pierre posée sur sa longueur, puis 3 pierres posées sur leur largeur. Un carreau, 3 boutisses. Donc ça fait une grande face, puis 3 petites faces, puis une grande face, etc. Et ça, c'est vraiment la manière identitaire qu'ont les Omeyyades de Cordoue de bâtir leurs murailles. Il y a vraiment qu'en Al-Andalus au Xe siècle qu'on voit ça. On ne le voit pas ailleurs. Et bien, dans les villes qu'ils ont conquis et fortifiées, c'est le type de construction qu'on retrouve. Pourquoi ? Sans doute par aspect pragmatique, parce que la main-d'œuvre qu'ils envoient sur place ne sait que construire comme ça. Et puis en même temps, parce que ça permet sans doute de diffuser un message d'unité autour de l'architecture officielle. Le deuxième aspect que l'on retient, c'est les minarets. Vous savez, cette tour qui accompagne les mosquées, et qui, traditionnellement en Al-Andalus, mais pas ailleurs, sont de plan carré. Donc si vous le regardez vu d'en haut, il est carré. Et à élévation droite. Les murs sont parfaitement verticaux, contrairement aux minarets maghrébins qui peuvent être de base vaguement carrés, mais à pan incliné. Eh bien, le seul exemple parfaitement documenté par des textes où les califes de Cordoue financent un minaret, à Fès, dans la ville de Fès, c'est un minaret de plan carré avec des murs à élévation droite. Donc, l'influence artistique est difficile à cerner, mais on a quelques exemples qui permettent d'arriver à la conclusion que les Omeyyades, en tant que dynastie, en tant qu'État, ont poussé pour la diffusion d'un certain nombre de modèles artistiques. En dehors de ce terrain-là, bien précis et bien documenté, c'est un peu plus délicat. Il y a des ressemblances, mais elles ne mettent pas d'accord les historiens de l'art. Moi-même n'étant pas historien de l'art, j'aurais bien du mal à prendre position dans ce débat-là. Le reste, hors de ce terrain-là, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à des conclusions. Alors, on peut peut-être terminer par quelques questions un peu plus transversales. Et en particulier, moi, ce qui m'a frappé et beaucoup plu à la consultation et à la lecture de ton livre, c'est la place qui occupe la cartographie. Il y a beaucoup de cartes, des belles cartes, et puis là il faut aussi peut-être saluer le travail proprement éditorial, hein, parce que même si on veut faire des belles cartes et si on sait faire des belles cartes, ça se sort pas toujours très très bien après le passage par les presses des éditeurs, mais enfin là c'est vraiment de très belles cartes, très, très lisibles, et c'est vraiment quelque chose d'assez frappant, hein, dans un livre d'historien. Bien souvent dans les travaux des historiens, et c'est souvent suffisant, hein, il y a des cartes pour localiser ce dont on parle, mais là on parle d'autre chose. C'est vraiment une démarche, la démarche cartographique qui est assez centrale dans ton livre et traversante, parce qu'on a quelque chose comme une trentaine de cartes, 36. Peut-être 36 cartes, voilà. Vraiment dans toutes les parties, un petit peu plus dans la partie peut-être sur les circulations savantes, parce que c'est là que tu avais beaucoup de données cartographiables. Mais voilà, je voudrais peut-être te faire revenir dans ces dernières questions sur la place que tu donnes aux cartes, qui est assez singulière finalement dans une approche d'historien, en tout cas dans ton travail doctoral et dans le livre qui en est issu. C'est vrai que pour moi, la carte, c'était vraiment un outil dans la démarche. C'était vraiment une étape de ma réflexion. Je parlais plutôt de prosopographie pour synthétiser des données fiche par fiche. Ça permet d'arriver à des conclusions historiques, mais pas vraiment géographiques. Moi, je suis historien de formation, donc j'arrive par intuition à des conclusions historiques. Mais dans un travail de géographie historique, il faut penser par l'espace. Et donc, c'est souvent la manière dont j'ai procédé. C'est-à-dire toujours un recueil de données tirées des sources pour faire des fiches, des données brutes. Mais ensuite, je les ai cartographiées. Et ça m'a permis de comprendre. Dire que réfléchir par l'espace, ça ne s'improvise pas. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Voilà. Les géographes doivent y arriver, c'est normal. Mais dans mon cas, c'est un peu plus délicat. La carte permet de réfléchir.
C'est pas juste une illustration, c'est pas juste un document pour faire joli avec une conclusion, c'était vraiment une étape importante de ma réflexion. Le recueil des données en prosopographie ou pas, et leur mise en carte. Et ensuite, ça permettait de voir à grande échelle des axes, des espaces assez délaissés, assez ignorés. C'est comme ça que j'ai pu me rendre compte. En particulier, ça ne m'avait pas frappé en lisant les textes, particulièrement l'absence du Portugal, typiquement dans mon travail, du Ralb al-Andalus, de l'Occident andalou. Ça ne m'avait pas frappé à la lecture des textes. Et en fait, c'est en faisant des cartes que je me suis dit, ah ouais, il manque ça quand même. Donc la carte, c'est vraiment une étape de la réflexion. Ça permet de localiser précisément, de pondérer avec des couleurs, des formes, avec tout le langage cartographique, les données qu'on a, et de les questionner, de les interroger différemment. Et ça permet d'arriver tout simplement à des conclusions auxquelles je n'aurais pas pu arriver, simplement en restant avec des fiches, des données brutes, qui sont foisonnantes, qui sont denses et qu'on a du mal simplement à localiser de manière précise, de manière fine, à petite ou grande échelle. Alors si on arrive pas très loin du terme du temps qui nous est imparti, si on essaie de tirer quelques éléments de bilan au bout du compte, avec des questions forcément un peu compliquées et qui vont pas appeler de réponses trop tranchées. Est-ce que, au terme de ton travail et de tes réflexions, tu arriverais à la conclusion qu'Al-Andalus et le Maghreb, de part et d'autre du détroit de Gibraltar, et avec, tu l'as dit, le rôle tout à fait déterminant que joue ce détroit, est-ce que Al-Andalus et le Maghreb, par-delà les divisions politiques, les fragmentations, les difficultés de circulation, malgré tout, ça forme quelque chose comme un territoire, et un territoire qui aurait une cohérence qui lui est propre? Absolument. Absolument. Je commence mon livre en expliquant que la catégorie Occident musulman que les historiens utilisent aujourd'hui, c'est-à-dire cette étiquette qui regroupe Al-Andalus et le Maghreb, donc je commence mon livre en expliquant que c'est anachronique. C'est vraiment une expression qui n'existe pas dans les textes médiévaux, qu'on utilise nous par aspect pratique, même si l'expression est de plus en plus discutée, voire contestée. Bon, c'est un autre débat. Et en fait, j'arrive quand même à la conclusion que même si l'étiquette est anachronique, la réalité historique, elle est là. Et que les deux rives partagent un héritage commun, partagent des traits de peuplement commun, partagent une culture islamique commune, qui n'est pas en position d'hégémonie totale, qui se maintiennent des minorités diverses et variées, et en fait que ce sont deux mondes qui se connaissent très bien. Et là a été l'une de mes conclusions, c'est du point de vue de la pure géographie historique, l'époque omeyyade, c'est encore l'Antiquité. C'est encore l'Antiquité. La vraie rupture, elle intervient de ce point de vue-là entre les deux rives en particulier au XIe siècle. Pourquoi ? Parce que c'est le moment au Maghreb où les Berbères, en particulier, prennent le pouvoir. Et là, apparaît une forme de rupture. Le peuplement n'est plus tout à fait le même. Je ne sais pas comment le dire en termes très élégants, mais l'ethnicité du pouvoir n'est plus la même. Et donc, les deux rives suivent un chemin qui n'est plus tout à fait le même, qui n'est pas très éloigné, qui n'est pas diamétralement opposé, mais ne suivent plus la même trajectoire. Jusqu'au XIe siècle, il y a une forme d'unité entre les deux rives qui, c'est l'interprétation que j'en ai, descend directement de l'époque romaine, qui avait fait l'unité de toute la Méditerranée et sur laquelle se sont appuyés les califes de Cordoue. Les califes de Cordoue s'appuient sur cet héritage-là et reprennent à leur compte, en conscience, un certain nombre de références antiques romaines. Donc, ces deux ensembles forment une unité tout à fait importante. D'ailleurs, il n'est pas si... d'un point de vue historique, la construction des Omeyyades de Cordoue, c'est une étape, mais qui sera suivie quelques siècles plus tard par un empire qui incorpore les deux rives, un seul État, les Almoravides, Maroc, Al-Andalus, XIe siècle, et puis encore plus tard, XIIe siècle, les Almohades qui font l'unité de tout l'Occident musulman. Les Almohades ont occupé tout cet espace parce que cet espace présente une cohérence. Qu'au-dessus, il y a l'Euphrate, on ne peut pas aller plus haut. En dessous, il y a le Sahara, on ne peut pas aller plus bas. Et à l'est, il y a le désert avant l'Égypte, on ne peut pas aller plus loin. Mais cet espace présente une cohérence. Et les Omeyyades ont contribué à la renforcer au Xe siècle. Alors, on parlait en préambule de ce qu'on appelle aujourd'hui de l'histoire connectée. Je ne sais pas dans quelle mesure tu te reconnais dans cette expression. On parle aussi parfois d'histoire à parts égales. Et finalement, est-ce que on a bien affaire à une histoire à parts égales ou est-ce qu'il reste
après avoir traversé ces différents domaines, la politique, l'économie, la culture, quelque chose d'une forme d'asymétrie, de domination, peut-être, pourquoi pas une asymétrie à géométrie variable, selon qu'on traite précisément de domination politique, d'échanges commerciaux, de transferts culturels. Histoire à parts égales ou histoire asymétrique? Mon intention était de produire une histoire à parts égales, de sortir des lectures héritées de l'historiographie coloniale qui expliquaient, pour résumer les choses à très gros traits, que tout procède de la péninsule ibérique. C'est l'intention que j'avais. Mais l'historien ne travaille jamais qu'avec des sources qu'il a à disposition. Et les sources sont majoritairement andalouses, déjà, d'un point de vue géographique, et puis d'un point de vue social, elles ne nous donnent jamais à voir l'intégralité de la société. Donc il reste un certain nombre d'angles morts, qui sont pour certains impossibles à résorber en l'état actuel de notre documentation. Donc il reste... j'ai tenté de produire une histoire à parts égales, et je pense y être arrivé pour certains aspects, mais pour d'autres, la symétrie demeure la norme, et parce qu'elle était déjà là, en fait, à l'époque médiévale. La circulation des savants est polarisée par le Maghreb. Et ça, ce n'est pas un effet de source. Les sources médiévales ne font que rendre compte d'une asymétrie qui existe déjà à l'époque médiévale, qu'ils constatent de leurs yeux, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, lorsqu'un Andalou se rend en Orient, il passe par le Maghreb, et non l'inverse. Lorsqu'un Maghrébin se rend en Orient, il n'a pas d'intérêt à se rendre à Cordoue, il trouvera mieux en Orient, et il n'a pas intérêt à faire ce détour-là. Donc il y a des asymétries qui existent. De la même manière, il a été relativement difficile de sortir d'une lecture unilatérale de la domination politique des Omeyyades de Cordoue, tout simplement parce que ce sont les lunettes employées par les auteurs médiévaux eux-mêmes, qui sont des auteurs andalous et qui voient en face une rive peuplée de gens un peu mi-sauvages, mi-anarchistes, qu'on vient dompter ou civiliser dans le meilleur des cas. Et bien sûr, nous, historiens, on critique les historiens qui ont lu les choses comme ça, mais c'est avant tout une vision qui procède des sources médiévales. Donc, l'asymétrie est parfois toujours là, soit parce qu'elle procède d'une situation médiévale, soit qu'elle procède des sources médiévales elles-mêmes. Et donc, on fait avec les moyens qu'on a. Et de ce point de vue-là, il reste toujours des questions en suspens, toujours des angles morts, et toujours des espaces délaissés. La nature des sources m'a empêché de traiter du Maghreb central, de l'Algérie actuelle. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. C'est un vaste point d'interrogation. On a quelques petits bouts de phrases dans des textes andalous, tunisiens, marocains qui parlent de cet espace-là. Mais c'est relativement illisible parce qu'on n'a pas de texte. Donc on n'y comprend pas grand-chose et ça pose beaucoup de questions, bien sûr. Il reste pas mal de questions ouvertes. Bien, merci beaucoup Aurélien pour toutes ces réponses extrêmement éclairantes, et je pense qu'on va pouvoir faire circuler un peu la parole dans la salle s'il y a des questions, des besoins de compléments ou de précisions. Merci pour votre conférence. Aujourd'hui, on distingue l'arabe littéraire de l'arabe dialectal. Est-ce que ça avait déjà du sens à l'époque? Et également, est-ce que la langue berbère s'écrivait? Parce qu'aujourd'hui, on a des écrits berbères. Ils mettent un point d'honneur à se distinguer de l'arabe. Quid à l'époque? Alors, pour ce qui concerne l'arabe, il y a déjà une distinction entre l'arabe littéraire, que n'importe quel arabisant actuel peut lire, et l'arabe dialectal. C'est une distinction qui existe. En al-andalus, on parle l'arabe andalou, qui est plein de latinisme, de romanisme, voire plus tard au Moyen-Âge, d'hispanisme. Mais la difficulté qu'on a, c'est encore une fois que l'arabe parlé n'est pas l'arabe écrit. Et qu'en fait, pour étudier l'arabe dialectal, il faut le traquer dans un arabe écrit qui est nécessairement littéraire et soutenu. De la même manière qu'on chercherait en vain l'argot dans la grande littérature française. Enfin, d'avant le XXe siècle, je veux dire. Ce sont deux registres qui sont différents. La même personne parle en dialecte au quotidien, comme aujourd'hui en fait, parle en dialecte au quotidien et écrit dans un arabe soutenu à l'écrit. Donc ça, c'est une situation qui est déjà là, qu'on a beaucoup de mal à saisir parce qu'on a peu de corpus très précis, très clair, et qu'on devine un peu de manière tangente en étudiant d'autres choses. Bon, c'est pas très très clair. La question du berbère, aujourd'hui, elle soulève beaucoup de problématiques identitaires. Remercier l'héritage colonial français, on a été très fort pour exalter l'identité berbère entre 1830 et 1962 en Algérie en particulier. Le berbère s'écrit. Enfin, les berbères s'écrivent. Les berbères s'écrivent. Parce que le berbère, c'est une famille, c'est pas une langue. Ça s'écrit. Ça s'écrit pas avec l'alphabet berbère d'aujourd'hui. Ça s'écrit essentiellement en arabe. Et donc, ça rend les choses très compliquées, parce que l'alphabet arabe n'est pas pensé pour les phonèmes du berbère. Donc on doit parfois deviner le berbère lorsqu'il est écrit, parce qu'il n'est pas écrit de manière parfaitement fidèle. On se rend bien compte que c'est pas de l'arabe, parce que quand on le lit comme de l'arabe, ça n'a aucun sens. Ça peut pas être du persan ou du turc dans cette région-là du monde islamique. Et franchement, c'est très compliqué.
C'est très compliqué parce que quand on est historien, déjà, on n'est pas un grand arabisant. Et je le dis avec toute franchise, on n'est pas formé en langue en premier lieu. Et que quand on est arabisant, on n'est pas berbérisant. Ce sont des langues qui n'ont rien en commun. Et donc, on doit toujours monter des équipes à plusieurs. Enfin, c'est toujours très compliqué. Mais ça existe. Et en particulier, c'est un peu l'éloigné de mon livre, mais je me sens obligé d'en parler parce que c'est récent, la BULAC, la bibliothèque de l'INALCO à Paris, de l'Institut national des arts, lettres et civilisations orientales, a acquis il y a quelques mois un manuscrit berbère qui a été vendu par la famille d'un orientaliste actif à l'époque coloniale qui a hérité de ces manuscrits et ne savait plus trop quoi en faire, et a décidé de les vendre. La BULAC a préempté un grand commentaire de droit islamique du XVe siècle qui fait 600 folios écrits en berbère, en alphabet arabe. Ça existe. Ça existe, mais comme la langue berbère était associée au peuple, les historiens s'y sont peu intéressés. Pour eux, c'était vraiment... c'était la lie de la société, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas la grande histoire, c'est pas... Voilà. Donc les historiens coloniaux s'y sont peu intéressés. La question identitaire berbère fait que la plupart des historiens du Maghreb post-colonial n'ont pas voulu trop ouvrir ce dossier-là, qui est jamais simple et toujours un peu explosif, surtout en Algérie. Et en fait, on se rend compte que quand on cherche, on trouve, quoi. Il y a un historien français qui s'appelle Mohamed Mewak, qui était un Lyonnais, comme moi, que j'ai connu quand j'étais en thèse, qui enseigne aujourd'hui en Espagne, est un spécialiste de linguistique historique berbère. Et en fait, sa grande passion, c'est de lire tous les textes arabes possibles et imaginables produits au Maghreb, et d'y relever, en faisant quelque chose qui ressemble beaucoup à la prosopographie, mais en matière linguistique, de relever tous les mots berbères. Leur contexte, leur utilisation, leur forme plurielle, leur forme singulier, le dialecte. Et en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de conclusions à tirer. Le berbère est très parlé au Moyen-Âge. Il est sans doute parlé par tout le monde, en fait. Par presque tout le monde. Il n'y a vraiment que dans les élites urbaines que l'on parle à un arabe soutenu au quotidien. Ben, voilà. Mais ça nous donne une impression déformée. Comme les textes sont en arabe, on a l'impression que le berbère n'existe pas. Merci beaucoup, monsieur. Et je félicite aussi le questionneur. Oui, ça, là, il est très bon, je suis d'accord. Non, les deux sont excellents. Je vais pouvoir lire le livre en y comprenant quelque chose maintenant, parce que je viens de l'acheter, il est nourri. Merci beaucoup, c'était absolument passionnant. Moi, je m'occupe plutôt du côté latin dans ma vie. Je voulais vous poser une question à propos de ce tournant vers le sud du califat de Cordoue. Je me demandais, parce que je me souviens des travaux de Sénac et compagnie, c'est-à-dire est-ce que le fait de regarder vers le sud ne pouvait pas être lié aussi au fait qu'il ne pouvait plus regarder vers le nord, puisque à partir du XIXe siècle, il y a une espèce de contrat tacite qui se place entre les Carolingiens et l'émirat d'abord, le califat ensuite, c'est-à-dire on va arrêter de se battre pour rien, en gros. C'est ce que dit Philippe Sénac. Et ça pourrait aussi expliquer ce changement d'orientation vers un sud qui était beaucoup plus ouvert, si je veux dire. C'est une hypothèse. Hein. Moi, je ne suis pas en train de défendre une thèse. Non, il n'y a aucun souci. Vous avez tout à fait raison de poser la question, parce que la question de pourquoi les Omeyyades s'étendent au sud du détroit est une question qui a été ardemment débattue. C'est-à-dire que jusqu'aux années 50, on a expliqué que c'était pour se faire un empire colonial. Bon, c'était dans l'air du temps de dire ça, mais on a expliqué que c'était pour se faire un empire. Et puis, à partir des années 50, et l'histoire marxiste, on a expliqué que c'était pour prendre le contrôle des flux commerciaux qui arrivaient du Sahara. Et puis, dans les années 80-90, on a écrit que c'était essentiellement pour se défendre, en particulier face au grand califat fatimide qui est fondé dans l'est du Maghreb et qui est très offensif. En fait, je pense que c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Sans doute parce qu'il y avait l'opportunité de se tailler un empire au sud, alors qu'on ne pouvait plus se le tailler au nord. Parce qu'en même temps, ça permettait de mettre la main sur des flux commerciaux qui étaient tout à fait intéressants, l'or en particulier. Le flux de l'or est beaucoup plus important qu'il peut le sembler. Ce n'est pas juste un flux économique. Quand on prétend au califat, on revendique la frappe de l'or. Dans la théorie politique califale, les dinars, l'or n'est frappé que par les califes. Donc quand on se proclame calife, il faut avoir de l'or. Sinon, on n'est qu'un demi-calife. Donc il y a la question du contrôle des flux et sans doute en même temps la question de la défense. Donc tout ça est un peu entremêlé. Il y a quand même une frontière qui s'est tracée au nord. Bien sûr. Donc, et une autre question que je vous tiens, ça c'est plutôt ma partie. J'ai pas d'heure, je peux rester jusqu'à demain, moi, si vous voulez. Vous avez dit que l'oral était mieux estimé que l'écrit. Oui. Bon, je suppose que ce n'est pas n'importe quel oral. C'est-à-dire, c'est l'oral de l'élite, non? Non. C'est un rapport ontologique à la parole. Déjà parce que Mohammed enseignait à l'oral et que Dieu s'est adressé à Mohammed à l'oral, premièrement. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est que les savants musulmans ont, et pour avoir enseigné en amphi et lu les notes de mes étudiants, je peux le comprendre, ont développé une méfiance vis-à-vis de l'écrit, en partant du principe que l'écrit fixe les choses, y compris les erreurs. Oui, bien sûr. Mais
parce que si je veux dire, chez moi, au nord des Pyrénées, celui qui a le plus grand prestige, c'est quand même le littératus. Donc je me posais la question... Mohamed est illettré. Comment? Mohamed est illettré. Et les savants musulmans du Moyen-Âge en sont très fiers, ce qui, nous, issus de la romanité, peut nous surprendre. Là on a... Mais attendez, c'est un clivage, mais est-ce qu'il est réel ou est-ce qu'il est seulement... Parce que le fait d'être illettré, il y avait des saints... Il y avait des saints du IVe siècle qui prétendaient être illettrés des Grecs, mais qui en fait étaient théologiens. Je veux dire, il y a des positions qui correspondent à une espèce d'élégance de dire « je ne sais rien », comme Socrate, n'est-ce pas? Et en fait, c'est un savant. Voilà. Donc, je me posais la question parce que vous êtes dans un monde d'érudits. Tous ces gars-là sont des érudits, ils sont très savants. Bien sûr. Donc, le fait qu'ils racontent que, bon, la parole... mais en fait, ils mettent... C'est de l'ordre du discours. Oui, voilà. Bon. C'est de l'ordre du discours. Mais quand on s'en tient au discours savant, l'oral est valorisé. Oui, et même à la fin du Moyen-Âge, on développera une méfiance de principe, parce que dans les faits, on est obligé de passer par l'écrit. Oui. On développera une méfiance de principe. C'est la raison pour laquelle, typiquement, l'Empire ottoman interdira la presse. Bon. Voilà. L'Empire ottoman interdit la presse en 1500. Merci beaucoup, monsieur. En disant que la presse permet de diffuser d'éventuelles erreurs à très grande échelle. Tandis que l'enseignement oral, qui mobilise nécessairement un maître et des élèves, réduit ce risque-là. C'est amusant parce que c'est l'opposition de ce que disait, vous savez, scripta manent, verba volant. Donc ils ont la position opposée. La vérité ne doit pas être écrite. Mais en fait, il me semble que le Coran est quand même un livre sacré. On est d'accord. C'est de l'ordre du discours. On est d'accord. Bon. Merci beaucoup. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le Portugal était un peu à l'écart. Peut-être au niveau littérature, science, je ne sais pas. Mais parce que, d'après ce que j'ai lu, les Almohades et Almoravides ont essayé de le reconquérir quand même. Oui. Donc, est-ce que ça avait une importance autre que culturelle? Je parlais tout à l'heure de prisme documentaire. Là, on est dans le pur prisme documentaire. Les Omeyyades de Cordoue ont laissé beaucoup de littérature. Enfin, leur époque a laissé beaucoup de littérature. Mais c'est une littérature qui est centrée sur Cordoue. Et donc, en fait, un certain nombre de périphéries andalouses, en quelque sorte, bien connectés à la Méditerranée, apparaissent fréquemment dans les textes et donc dans mes travaux. Hein, le Levant espagnol, hein, j'espère qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est une expression un peu touchy en Espagne, la question du Levant. Bref, la péninsule orientale, qui est ouverte sur la Méditerranée, apparaît beaucoup. Mais un certain nombre d'espaces qui sont moins connectés à Cordoue apparaissent très peu. Je pense aux Baléares en particulier. Les Baléares, je les ai cherchés aussi, parce que moi, ça me paraissait, a priori, ça me paraissait être un espace ouvert sur la Méditerranée, intrinsèquement connecté avec le Maghreb. Ça n'apparaît pas dans les textes. Je ne peux pas croire que ça n'ait jamais été le cas, mais ça n'apparaît pas dans les textes. Et le Portugal, c'est un peu la même chose. Le Portugal islamique, on le connaît très mal avant le Xe pour des raisons documentaires. Et en fait, on le connaît beaucoup mieux à partir du XIe et de la construction almoravide, qui viennent d'au-delà du Sahara et qui utilisent l'Atlantique comme un lien en fait, entre leurs possessions maghrébines et andalouses et qui développent le Portugal. Mais on est dans le prisme documentaire. Un certain nombre d'espaces qui n'ont pas intéressé les auteurs d'époque omeyyade n'apparaissent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là. Mais ils n'apparaissent pas dans mes textes. Donc on les devine. Le Portugal n'apparaît pas, mais j'ai un ouléma qui finit sa vie à Évora, par exemple. Un savant qui est passé par Kérouan et qui revient. Donc on devine que ces espaces-là ne sont pas totalement en marge. Ils ne vivent pas dans une bulle, j'y crois pas du tout. Mais ils ne sont pas dans les textes. Et donc, en miroir d'un certain nombre de pôles comme ça, qui apparaissent très frappants, comme le Détroit, comme Almeria, justement, d'autres espaces apparaissent un peu en retrait. Et j'ai tendance à penser, même si j'ai aucune preuve à vous fournir pour vous convaincre de ça, que c'est peut-être davantage un effet de source qu'une caractéristique de la géographie de l'époque. Mais faute de preuves, je ne peux pas vous convaincre de ça. De la même manière que vous ne pouvez pas me convaincre de l'opposé non plus. Mais j'ai tendance à y voir le prisme des sources, qui sont essentiellement produites à la cour, donc à Cordoue, et un peu nombrilistes de ce point de vue-là. Puis c'est là qu'on vit et c'est là que les souverains ont commandé les textes. Donc, Oui, bonjour. Vous avez parlé d'artistes. Oui. Et au niveau de la création artistique, qu'est-ce qu'il y avait vous avez parlé d'architecture, mais quelle était l'expression ils avaient une représentation du monde, je suppose, et par rapport, ils communiquaient par la calligraphie. C'est ça? Alors, je finis là-dessus. Vous savez, moi j'ai lu le Prophète, le fameux livre Le Prophète, qui est illustré par un calligraphe tunisien, où il y a des couleurs, etc., etc. Donc, d'où ça vient, cette calligraphie?
Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Alors, la question de l'art est un peu délicate parce que, au vu de l'histoire en particulier d'Al-Andalus, qui est faite d'une conquête puis d'une reconquête, il ne reste pas énormément de choses. Ce qui nous reste, c'est des productions artistiques de diverses natures, mais qui sont toutes des productions de luxe produites sur commande ou dans l'entourage des souverains ou de leur famille. Je pense aux grands textiles de luxe, il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste quelques-uns. On a par exemple le turban du calife Omeyyade Hicham II, qui est toujours là. On a un certain nombre de coffrets en ivoire. Si vous avez été au Louvre, vous avez vu la grande pyxide d'Al-Mughira, le prince Omeyyade par exemple. Mais ce sont des objets qui ne sont pas vraiment représentatifs de la production générale. La production qu'on conserve est essentiellement une production dopée par le mécénat princier. On voit beaucoup l'architecture, parce que bon, la pierre, ça se détruit moins facilement que le papier. Mais en dehors de ça, on a beaucoup de mal à se positionner. Les manuscrits, on en conserve un certain nombre, mais très peu en Al-Andalus, parce que la conquête ou la reconquête chrétienne a été suivie soit de l'exil des savants et de leurs collections lorsqu'ils le pouvaient, soit de la destruction des manuscrits, qui n'étaient jamais délibérés en tant que tels, mais bon, quand on brûlait un palais, on brûlait ce qu'il y avait dedans aussi, quoi. C'était pas des auto-da-fé comme on peut parfois l'imaginer. Ne serait-ce que parce que les manuscrits ont de la valeur et qu'on peut toujours les revendre, mais un grand nombre de manuscrits a disparu. On en conserve beaucoup plus au Maroc, on en conserve beaucoup plus en Tunisie, et c'est en particulier au Maroc que l'on conserve le seul manuscrit identifié aujourd'hui comme ayant appartenu à la grande bibliothèque des califes de Cordoue. On en conserve un seul identifié par son colophon. Le copiste explique avoir travaillé sur commande du calife Al-Hakam II au cours de l'été 968. C'est le seul qui est bien identifié de cette grande bibliothèque des califes de Cordoue qui était réputée à l'époque médiévale. Sur la question de la calligraphie, c'est débattu en fait l'origine de la calligraphie. Pas mal d'historiens de l'art pensent que ça vient d'une influence persane, d'autres d'une éventuelle influence grecque. Enfin, c'est pas très très clair. Moi, pour l'époque que j'étudie, la calligraphie n'est pas encore un art de cours. Elle est sans doute utilisée parce qu'il y a déjà plusieurs styles d'écriture. Mais l'écrit de cours utilise un type d'écriture qu'on appelle le koufique, vous avez peut-être déjà vu ça, l'alphabet archaïque très anguleux, plein d'angles droits, qui peut parfois prendre des formes géométriques un peu extrêmes pour que ça rentre dans des carrés, dans des rectangles, etc. C'est pas du tout délié comme écriture, pas du tout souple. C'est l'écriture dans laquelle on écrit le Coran en particulier. Mais c'est un type d'écriture qu'on trouve dans tout le monde islamique à cette époque-là. Donc on aurait beaucoup de mal à discriminer un manuscrit en disant celui-ci, au vu de sa calligraphie, il vient d'Al-Andalus ou il vient de Kérouan. Et si vous avez en tête, par exemple, les feuillets du fameux Coran bleu, vous en avez peut-être déjà entendu parler, du grand Coran bleu conservé en Tunisie, qui est un Coran de luxe, dont les feuillets sont teints à l'indigo. Enfin, c'est vraiment un manuscrit de très grand luxe. Il y a débat chez les historiens aujourd'hui, c'est-à-dire que certains argumentent à l'appui que ça vient d'Al-Andalus, d'autres argumentent à l'appui que ça vient de Perse, d'autres que ça vient de Turquie, d'autres que ça vient d'Égypte. Pour cette époque-là, c'est très délicat. Ensuite, la diffusion profonde des cultures islamiques fait que l'on verra apparaître des styles un peu régionaux, des pattes, des cultures régionales de calligraphie, des types d'écriture qui sont vraiment très identifiés, persan, maghreb, turc, etc. À partir du 12e, 13e, ça devient un peu plus traçable. Mais à mon époque, déjà, on a moins de manuscrits que plus tard, et puis c'est vraiment illusoire. Il y a eu des études qui ont été faites sur la peau utilisée pour le parchemin en particulier. D'où vient l'animal ? On n'en fait pas beaucoup, c'est très coûteux, et puis c'est pas toujours concluant. On sait ce qu'il a mangé, mais ça ne nous dit pas si l'animal il a vécu au Maghreb ou en Al-Andalus. Donc c'est une vraie question à laquelle on n'a pas toujours de réponse, et à laquelle moi je n'ai pas de réponse. Alors moi je la date pas, j'ai pas cette prétention-là. Moi j'aurais pas la prétention de la dater, c'est un terrain particulier qui souffre beaucoup du manque d'intérêt, enfin c'est en train de se résorber depuis quelques années, mais du manque d'intérêt des historiens pour la codicologie, l'étude du livre en tant que tel. C'est en train de se développer, mais on part de loin. Et les anglo-saxons en particulier, mais aussi en péninsule arabique, aujourd'hui il y a pas mal d'historiens qui étudient le livre arabe en tant que livre. Et donc là, on voit apparaître des travaux qui essaient d'historiciser, de dater l'apparition géographique, chronologique d'un style d'écriture, d'un type d'encre, d'une couleur, parce que, pareil, l'écriture arabe, l'essentiel, c'est en noir, quoi. Le rouge, c'est vraiment exceptionnel. Donc il y a tout un tas de travaux codicologiques qui ont vocation à répondre à ces questions-là, dans un futur plus ou moins proche. C'est des questions qui sont tout à fait pertinentes, mais à laquelle les historiens du passé, et même de ma génération, ne sont pas vraiment outillés pour répondre de manière correcte. Mais les suivants, si. Si je peux me permettre de mettre mon grain de sel, la pérographie et l'art des beaux manuscrits se trouvent en Empire romain d'Orient. Et quand les
conquiert la Syrie et tout cela, et laisse en place toute l'administration impériale et tous les scribes tous les copistes qui savaient écrire. Saint Jean de Damas avait une famille de hauts fonctionnaires qui au départ écrivaient en grec et ensuite ont écrit en arabe. À mon avis, c'est là qu'est la transition. Parce qu'ils apprennent d'une part la rhétorique, ils appliquent les formules impériales de la rhétorique, j'aime pas dire de la rhétorique de l'Empire romain d'Orient. Ensuite, autour de tout cela, il y a toute la tradition du savoir-faire des beaux manuscrits. Et quand deux civilisations se rencontrent, elles se contaminent. C'est tout à fait vrai. C'est négatif. Elles s'influencent. Mais il ne faut pas perdre de vue l'influence persane. Non, mais ça, je suis d'accord. Voilà. Qu'on a beaucoup de mal à cerner parce qu'on a tout perdu de la littérature persane et des manuscrits persans. Ça a disparu avec la conquête islamique, tandis que Byzance a survécu. Oui, c'est vrai. On a des points de comparaison. Mais là, l'idée que l'écriture a une forme importante, un rituel important et une élégance importante, ça c'est quand même toute la tradition de l'Empire romain d'Orient qu'ils ont allègrement adopté. Absolument. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Oui, j'ai une question concernant les minorités religieuses. Est-ce qu'il y avait aussi des échanges spécifiques entre ces deux rives? Comme tout le reste, oui, mais c'est difficile à voir. Ça vous surprendra plus, je pense, à cette heure-ci. Oui, pourquoi? C'est plus visible dans le cas du judaïsme. Parce que les juifs d'Al-Andalus et du Maghreb nous ont laissé des textes, ce qui n'est pas le cas des chrétiens, en arabe en tout cas, et pour cette époque-là. On voit, on a assez peu de données, mais on voit un certain nombre de savants juifs andalous se former à Fès en particulier, qui a déjà la réputation dès le Xe siècle d'être un grand centre de culture juive, avant de partir en Orient ou bien de passer par des chemins un peu exotiques pour un musulman, comme l'Italie du Sud par exemple, terre chrétienne où se trouvent des juifs en nombre important. Donc les savants juifs circulent entre les deux rives. Il y a très peu d'exemples vraiment contextualisés et précis, mais j'en ai, je sais pas, 4 ou 5, où l'on voit des familles dispersées sur les deux rives avec des circulations. Voilà. Dans le cas des chrétiens, on subodore, parce qu'il reste évidemment des chrétiens en péninsule ibérique en nombre important, qu'il en reste au Maghreb, surtout en Tunisie. Je dis surtout en Tunisie parce que c'est là que se trouvent les indices. Ailleurs, on est vraiment dans le conditionnel du conditionnel. On suppose qu'il y en a eu. On ne sait pas combien, on ne sait pas jusqu'à quand. Enfin, c'est vraiment très très flou. Mais dans le cas de l'Ifriqiya, de la Tunisie, communauté chrétienne importante, qui continue d'utiliser le latin. Les chrétiens d'Al-Andalus sont parfois actifs dans le commerce. C'est des gens qui ont dû se rencontrer, donc on n'imagine pas qu'ils n'aient pas échangé des choses. Disons que les conditions de l'échange sont là, mais l'échange en lui-même n'est pas visible dans les textes et dans l'archéologie. Mais les conditions sont réunies. Et je me dis que sur 3 siècles, ça a quand même dû arriver. Je ne peux pas l'écrire comme ça, mais ça a dû arriver, parce que les conditions sont réunies. On parle la même langue, on maîtrise toujours le latin, et on s'en doute en particulier par la circulation des textes. Et je pense en particulier, on écrit en Al-Andalus, en arabe, de l'histoire sur la conquête islamique venue d'Orient. Typiquement, les premiers textes qui parlent de la conquête islamique, on en avait parlé, hein, les grandes chroniques mozarabes du 8e siècle sont écrites, pour certaines en latin. Elles sont plus à jour sur l'histoire du Maghreb que les textes arabes du Maghreb de la même époque. Parce qu'elles ont été écrites dans des langues liturgiques chrétiennes, en syriaque, en grec, etc., en Orient, que Dieu sait comment c'est arrivé en Al-Andalus, mais par des canaux chrétiens, enfin on ne voit pas d'autres options, et que là c'est traduit en latin. Mais ça donne des trucs un peu étranges où des textes du 8e siècle en latin, écrits par des chrétiens, sont plus à jour sur la conquête du Maghreb que les textes arabes de la même époque. Mais sans doute parce qu'il y a eu circulation de manuscrits par le biais des communautés chrétiennes qui sont très importantes dans le monde islamique, en Orient, en Égypte, au Maghreb et en Al-Andalus. Mais la circulation en elle-même reste un gros point d'interrogation. Nous, on ne fait que constater le résultat et on devine qu'il y a eu circulation. Mais la circulation elle-même nous échappe encore beaucoup. Une dernière question peut-être? Bon, mais je crois qu'il est temps de terminer cette rencontre, de remercier nos intervenants du soir. Merci à vous. Merci Aurélien. Merci Florian. Il s'agissait d'Aurélien Montel, auteur de l'ouvrage « La rive d'en face, à l'Andalus et le Maghreb à l'époque des Omeyyades de Cordoue », paru aux éditions de la Casa de Velázquez lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, vendredi 27 février 2026, réalisée et mise en onde par Radio Radio, en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.